Lundi, Marine Le Pen est sortie KO du tribunal correctionnel de Paris, out a priori pour 5 ans. Cette fois, les juges semblent avoir gagné la bataille. Mais la politique n'a pas dit son dernier mot, car la guerre fait rage aujourd'hui entre ces deux camps, ces deux forces qui s'affrontent désormais au sein de la démocratie. D'un côté, les juges qui tentent de bloquer Marine Le Pen, Donald Trump et cent autres, avec en main leur grand sceptre, l'état de droit. Et de l'autre côté, les politiques qui cravachent, les conspuent ou les tournent en ridicule avec l'adhésion d'une partie de la population en son nom, justement. Qui dit vrai et nous défend au fond vraiment, et lequel de ces deux camps l'emportera en France, comme aux États-Unis, en Israël, en Hongrie ou même en Suisse? C'est bien, on en débat ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue à tous nos invités autour de cette table et en Zoom. Florian Philippot, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Bonjour, merci à vous. Florian Philippot, vous étiez l'un des plus proches, d'un des plus proches lieutenants de Marine Le Pen jusqu'en 2017, date à laquelle vous avez claqué la porte du Front National. C'était encore à l'époque le Front National pour créer votre propre parti, les Patriotes. Vous étiez donc jusqu'en 2017 son fidèle lieutenant, également vice-président du Rassemblement du Front National, en charge de la stratégie et de la communication du parti. Vous avez également été eurodéputé à l'époque même des faits reprochés à Marine Le Pen et à plusieurs autres cadres du parti, portant donc sur des détournements de fonds européens. Vous n'êtes pas impliqué dans la procédure, il faut le dire. Votre éclairage aujourd'hui sera donc de poids. Autour de cette table, des habitués du Point, Philippe Val, notre éditorialiste, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter, Alexandre Chevalier, vice-président de l'UDC et conseiller, aujourd'hui élu municipal en ville de Genève, très bon connaisseur de la politique française. Vous avez œuvré dans les rangs de l'UMP et du RPR, les ancêtres de Les Républicains, et Peter Rottenbühler. Merci beaucoup de nous avoir rejoint, ancien rédacteur en chef du quotidien Le Matin et de la Schweizer Illustriert en Suisse alémanique. On peut lire toujours vos éditoriaux, notamment dans la Weltwoche. Alors, condamnation de Marine Le Pen assortie d'une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate, donc sans attendre l'appel. Est-ce une décision qui vous semble fondée, juste, Florian Philippot? Mais si vous voulez, c'est une affaire compliquée. Qu'il puisse y avoir des condamnations dans cette affaire, je veux dire, c'est la justice qui passe, c'est une affaire qui pose des problèmes de principe et puis des problèmes pratiques. Donc, qu'il y ait des condamnations, moi, ça ne me choque pas. Le problème démocratique que ça pose ici, et ce qui crée tout ce remue-ménage depuis 24 heures, c'est l'exécution provisoire pour l'inéligibilité de Marine Le Pen, en fait. Et je pense que c'est ça qui peut poser problème. La règle, et c'est le législateur qui l'a prévu, de pouvoir rendre immédiatement applicable, et donc sans que l'appel soit suspensif, une décision d'inéligibilité, alors même justement qu'une décision définitive de justice n'est pas encore rendue. C'est peut-être là qu'il y a un problème, un gros problème démocratique éventuellement, c'est qu'on pourrait imaginer des peines d'inéligibilité, et même très très sévère dans des cas de corruption, et je crois qu'il faut être intransigeant sur ces sujets-là, mais peut-être à l'issue simplement d'une décision de justice définitive. Parce que là, ce qui pose problème, c'est que on a une candidate qui est quand même à un niveau très très élevé dans les sondages, qui représente beaucoup de monde, quoi qu'on pense d'elle, et qui pourrait être empêchée d'être candidate à l'élection présidentielle. Alors ça crée un trouble démocratique évident, on le voit bien, et au-delà même de son camp, ça pose des questions à beaucoup de monde. Secousse en France, évidemment, mais secousse à l'international. Quasiment toutes les chaînes dans le monde occidental étaient en breaking news, y compris en Suisse. On s'est ému, tout d'un coup, il y avait des live tickers, justement, sur le procès de Marine Le Pen. Comment se fait-il, Peter Rottenbühler, que ça nous touche autant pour une personnalité qui, finalement, n'a jamais été même élue en France? Il faut dire que ça ne touche pas tellement toute la Suisse. En Suisse alémanique, on a une grande distance. Comme à New York, Berlin. Oui, et puis on dit le tribunal a tranché d'après la loi. Et puis la loi est très claire pour ce genre de cas. Et puis maintenant, on commence à interpréter. Et puis on commence à se demander qui gagne dans cette histoire. Et dans un premier temps, moi je crois que c'est le RN qui gagne parce qu'il peut continuer à jouer le martyr et la victime du système. C'est leur
c'est leur prêche permanente. Le système est contre nous, le système est contre le peuple, nous sommes le peuple, etc. Donc ça, j'ai regardé la télévision française hier, toutes les chaînes, ils ne parlent que de ça. Ce sont des victimes et puis le système a abusé de son pouvoir. Eh bien, ce n'est pas vrai, mais les gens vont le croire parce que les gens ont tous l'impression d'être oppressés par le système, Et puis le système, il va de l'inflation jusqu'aux complications administratives, etc. Donc, dans un premier temps, c'est du pain béni pour le RN et puis pour Mme Le Pen et puis ses adjudants. Pour Mme Le Pen, pour l'instant, ça a l'air quand même d'être assez compromettant. Bon, moi, je crois qu'elle a déjà fait le deuil de sa présidence, de sa candidature à la présidence, qui a aussi bien préparé un successeur comme elle. Bon, elle espérait passer encore en 27, et puis elle prévoyait Bardella pour 5 ans plus tard. Mais elle savait très bien qu'il peut arriver qu'elle ne soit pas éligible, et puis là, on poussera Bardella devant, et puis Bardella, il a des bonnes notes, il a aussi des bons sondages, donc il peut très bien, même malgré son jeune âge, mais on a déjà eu un président très jeune, et puis ce n'est pas l'âge qui le disqualifie, il pourrait très bien faire un candidat à la présidence. Alors on va y revenir, mais peut-être d'abord on entend Marine Le Pen, elle était lundi soir au JT de TF1 à 20h, elle n'avait pas l'air extrêmement enchantée de cette situation. On écoute ce qu'elle dit justement de cette décision juridique. La présidente dit « Je vais rendre votre inéligibilité immédiate, contrairement à l'état de droit. » Parce qu'en France, lorsque vous faites appel, l'appel est suspensif. L'appel annule, en réalité, le jugement de première instance, vous remet dans la situation d'être présumé innocent et l'affaire est rejugée. Ce qu'elle fait là, c'est qu'elle dit « Je vais vous rendre inéligible tout de suite et je le fais précisément pour vous empêcher de pouvoir être élue présidente de la République. » Si ça n'est pas une décision politique, je ne sais pas ce que c'est. Alors ça, c'est l'argument, Alexandre Chevalier, c'est l'argument, c'est politique, les juges sont politisés, c'est ce que j'ai essayé de mettre en image dans mon introduction, cette dictature des juges, aujourd'hui, c'est une réalité, ou bien est-ce qu'on peut considérer que ce jugement qui a été rendu lundi est justifié, considérant les agissements, présumés du RN ? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. La première, c'est le fait que le politique a créé ces lois-là. Le politique, donc le législateur français, après les affaires, le scandale de l'affaire Cahuzac, s'est engouffré dans une morale politique à dire maintenant il faut laver plus blanc que blanc et maintenant il faut que tout le monde soit irréprochable. Et la même Marine Le Pen, déjà depuis 2004 puis en 2014, disait à quel point c'était inadmissible, notamment la question du détournement de fonds publics, ce pourquoi son parti elle-même et ses troupes ont été condamnés lundi, pour expliquer que le FN de l'époque puis le RN était le parti qui lui ne touchait pas à ça parce que c'était, on se souvient du slogan l'UMPS, ils étaient tous corrompus sauf eux. Alors on peut dire avec un peu d'ironie qu'on est à la fin de la normalisation finalement du Rassemblement national puisque comme tous les autres, inclut les centristes, inclut tous les autres de la gamme politique en France depuis les années 80 et les affaires Urbain, ils sont aussi en tant que structure condamnés. Il faut rappeler aussi, et c'est très important, qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel et pas de corruption dans ce cas-là, personnel. Elle n'a pas touché de l'argent pour s'acheter un yacht et partir avec aux Bahamas. Ça, il faut que ce soit dit aussi parce qu'il y a une grande confusion dans l'espèce de mainstream dans lequel on est aujourd'hui sur ces questions-là. Maintenant, la question, est-ce que c'est juste ou pas ? Ils se sont mis dedans en donnant finalement le pouvoir aux juges, que les juges puissent d'une certaine manière prendre le pouvoir. Après, cette question-là, elle est européenne. On sait notamment qu'en Espagne, il y a des difficultés aujourd'hui, notamment de la mainmise du président Sanchez sur les institutions judiciaires. On sait qu'en Italie, notamment, toutes les années Berlusconi ont été autour d'affaires judiciaires avec une seule condamnation d'ailleurs pour Berlusconi et peut-être 80 procès qui ont tourné autour où à la fin, en cassation, il a été reconnu comme étant innocent. Et maintenant, c'est des mêmes politiques qui font de la moraline en politique et je suis toujours très prudent là-dessus. Je pense qu'il faut faire de la politique et pas de la morale en politique parce que c'était quelque part le bâton pour se faire battre. Vous les avez vus passer, ces affaires, Florian Philippot, quand vous étiez au Front National à l'époque ?
Oui, je les ai vus. Ah oui, ça, je les ai vus passer, oui, oui. Non, non, mais moi-même, j'ai dû m'expliquer. Je l'ai fait d'ailleurs bien volontiers, ainsi que tous mes assistants parlementaires devant la justice, devant les juges et devant les policiers à la base, en apportant toutes les preuves de travail, etc., etc. Mais moi, je n'étais pas dans le. J'étais un électron libre, moi, au sein du RN, et Dieu merci d'ailleurs. Ce qui fait que j'ai jamais Je veux signé dire, vous certains n'étiez papiers plus qui dans le qui étaient viseur aujourd'hui de la justice parce que vous n'êtes plus au Rassemblement national? Non, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai jamais été mis en examen, en fait. Donc, mais j'ai dû m'expliquer, ce qui est bien normal. J'ai été convoqué comme les autres et j'y suis allé. Je me suis expliqué avec toutes les preuves de travail. Mais je n'avais pas signé un papier aussi que Marine Le Pen avait demandé à tous ses eurodéputés de signer au début de mandat. Et j'étais le seul à avoir refusé de signer ce papier qui laissait au parti la possibilité de gérer les enveloppes d'assistants parlementaires. Donc, bon, moi j'étais en dehors de cette affaire. Mais bien sûr, je les ai vus de l'intérieur. J'ai vu aussi à quel point le procès, enfin, j'ai vu comment s'est passé le procès l'automne dernier. Marine Le Pen a été énergique, il faut le dire, mais les autres, il y avait quand même aussi des défenses qui étaient quand même plus ou moins faiblardes ou chaotiques, il faut le reconnaître. Mais la question de fond, c'est que les gens voient quand même, et des exemples ont été donnés juste avant moi, mais depuis plusieurs années, on a l'impression qu'il y a quand même une restriction du champ de la souveraineté populaire. Alors, on a vu, surtout au sein de l'Union européenne, des référendums qui étaient Restez annulés. encore sur cette question justement de décision judiciaire. Est-ce qu'il y a une matérialité? Est-ce que, oui, Marine Le Pen, oui, le Front National a fauté, comme le disent les juges, et comme ce pourquoi elle est condamnée aujourd'hui? Écoutez, je ne vais pas me parler à la place des juges. Est-ce que vous avez constaté ce type Il y a eu de légèreté il y a une comme ça question, avec il y a les des questions fonds très européens? pratiques. Non, il y a des questions très pratiques sur la question des statuts de certains assistants, où je pense que le parti et certains de ses députés auraient dû reconnaître des fautes. Voilà. Après, il y a une question de principe. Quel est le Pardon? champ d'action d'un Lesquelles assistant fautes? parlementaire Lesquelles fautes sur aurait-il dû reconnaître? Là, on va rentrer dans la tuyauterie du Parlement européen, mais par exemple des statuts d'assistants locaux qui étaient déclarés accrédités, ce qui n'est pas le même statut, y compris pas le même statut fiscal, vous n'avez pas les mêmes obligations de résidence, etc. Si vous ne respectez pas ces règles qui sont pourtant assez claires, effectivement, vous vous mettez en faute. Mais après, il y a une autre question, et la justice a tranché dans un sens, c'est quel est le champ d'action d'un assistant parlementaire. Le RN avait une vision maximaliste des choses. Il peut avoir une position très politique, alors que le Parlement européen, c'est la vision qui a été reprise par la justice, qui est beaucoup plus liée au travail strictement parlementaire. Bon voilà, c'était une question un peu philosophique, un peu politique, qui n'est peut-être pas d'ailleurs totalement tranchée, parce que je pense que si on ouvrait les mêmes enquêtes sur des décennies d'assistance parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on pourrait mettre peut-être les 2 tiers des sénateurs et des députés en examen pour les mêmes raisons. Mais je ne suis pas sûr qu'on s'amusera à ouvrir cette boîte de Pandore. Je reviens à la question de la souveraineté populaire. On a vu ces dernières années, on a vu la Roumanie tout récemment, où il y a quand même un candidat qui était largement en tête des élections, qui a été empêché d'être candidat, et même les élections annulées au second tour, l'élection présidentielle. On a vu des référendums, y compris en France, sur la Constitution européenne, annulés de fait par le Parlement, l'Union européenne qui pousse à revoter quand on vote mal. On a vu la progression de la censure en France, on ferme des chaînes de télé, on a le règlement européen DSA qui restreint les réseaux sociaux, les déclarations de M. Breton, l'ancien commissaire européen. Bref, on sent, et les peuples sentent, qu'il y a une espèce d'oligarchie qui a une volonté de restreindre la souveraineté populaire. Et pourtant, Dieu sait que Marine Le Pen avait fait des soumissions au système, puisque le programme du RN aujourd'hui n'est plus tout celui que moi j'ai connu. Moi, je suis parti au moment où ils ont abandonné la sortie de l'Union européenne. Et depuis, ils ont abandonné aussi la sortie de l'OTAN. Ils ont été très mous pendant le Covid, ils ont été très mous pendant la guerre, enfin très mous sur l'affaire de l'Ukraine. Ils sont très ralliés au système. Ils refusent de voter les motions de censure. Ils ont laissé passer Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Et malgré ça, Marine Le Pen est quand même disqualifiée. Et vous dites qu'elle est, quelqu'un disait c'est champagne pour elle. Non, c'est pas champagne pour elle. Par contre, c'est champagne pour Bardella, qui va évidemment la remplacer et qui est un élément du RN encore plus soumis, qui pousse en interne vers une normalisation politique, idéologique encore plus forte du parti. Vous savez que c'est Le Monde qui avait titré dans un article qui est toujours en ligne du 27 juin dernier,
la macronisation de Jordan Bardella. C'est le journal Le Monde qui le dit, c'est pas moi. Hein. On Et va, c'est vrai, on va y quand vous regardez revenir. sur ses Peut-être positions juste un mot sur votre impression quand vous l'avez vu justement au JT de 20h en face de Gilles Boulot lundi soir. Qu'est-ce que vous avez pensé? Vous l'avez trouvée nerveuse, abattue? Quelle est votre analyse de cette personnalité que vous connaissez par cœur? Moi, je pense que, enfin, je ne sais pas si je la connais par cœur, mais en tout cas, je la connais. Je n'étais pas du tout étonné qu'elle soit combative, qu'elle annonce qu'elle n'a pas renoncé à être candidate, parce que ça fait partie de sa personnalité. Et en plus, le problème pour elle et pour ses proches, c'est que si elle annonce maintenant qu'elle n'est plus candidate, alors que c'est le plus probable quand même, hein, elle est démonétisée immédiatement, et tous ses proches le sont. Alors, vous savez, un parti politique, c'est beaucoup des clans à l'intérieur. Et si tous les proches de Marine Le Pen sont immédiatement démonétisés, alors le clan Bardella, parce que ce n'est pas du tout le long fleuve tranquille dont on parle dans les médias, en fait, en interne, ça fait des mois que c'est déjà à couteau tiré, alors le clan Bardella en profitera pour les éliminer immédiatement. Donc, elle doit laisser planer l'illusion qu'elle a encore une chance et donc que ses proches valent encore quelque chose. On en est là, voilà, c'est de la politique. Hein. Mais, donc, je n'étais pas surpris, mais je pense que sur le fond, je pense que c'est très dur pour elle. Oui, oui, je pense que c'est très, très dur pour elle parce qu'elle est engagée en politique depuis très longtemps et parce que je pense, moi, qu'elle voulait vraiment être candidate en 2027 à l'élection présidentielle. Elle ne s'y attendait pas à cette décision. Elle ne s'attendait pas. Je pense pas. Moi, d'après les échos que j'avais de très proches d'elle, il s'attendait à ce que ce soit prononcé, mais sans exécution provisoire. Voilà. C'est ce qu'ils pensaient. Ils ont été surpris par l'exécution provisoire, alors qu'elle était dans le réquisitoire, hein, donc elle était quand même tout à fait possible. Et donc, ils sont quand même très abattus, très, très abattus. Et en plus, je crois qu'elle s'est rendue compte, mais même avant ce jugement, ça date de l'été dernier apparemment, elle s'est rendue compte qu'elle avait quand même poussé très fortement Bardella et qu'elle s'était faite en fait dévorer sans s'en rendre compte. Alors justement, Philippe Val, est-ce qu'on est dans le cas d'une tyrannie des juges, une dictature des juges, hein, comme c'est l'argument qui est beaucoup évoqué ces temps par d'ailleurs toute la droite, hein, toute la droite jusqu'à la droite classique LR. Est-ce que les juges avaient dans le viseur le Rassemblement national et Marine Le Pen en particulier ? C'est une question complexe parce que les juges sont des êtres humains. Les juges du syndicat de la magistrature sont visés, mais ils ne sont pas majoritaires au sein de la magistrature. Donc on ne peut pas dire que les juges sont de gauche en France. C'est une ineptie de dire une chose pareille. Les juges sont à peu près représentatifs de l'opinion. La juge qui a jugé, en l'occurrence, cette affaire, a pris sur elle. Elle n'était pas obligée de demander l'exécution provisoire, puisque en appliquant la loi Sapin, on l'a dit, Marine Le Pen l'a rappelé hier soir, et ça c'est vrai. Alors, loi Sapin 2, c'est effectivement la loi qui a été adoptée pour mettre un fin aux actions, pardon, je le précise juste pour nos spectateurs suisses, aux actions des hommes politiques déviants après l'affaire Cahuzac, d'ailleurs, qui était au départ adoptée pour punir un homme de gauche. Hein. Pour punir un homme de gauche, exactement, et non pas la droite. Donc voilà. Qui était applaudi aussi par la droite. Quand la gauche est condamnée, elle dit que les juges sont de droite. Quand la droite est condamnée, elle dit que les juges sont de gauche. Bon, moi j'étais devant les tribunaux beaucoup, hein, parce qu'en tant que directeur de journal, je peux vous dire qu'en gros, quand même, en tous les cas, j'ai l'expérience de la 17e chambre, à part une fois ou deux, j'ai trouvé que les juges jugeaient en conscience. La majorité des juges jugent en conscience. Après, il y a des juges qui dérapent, ça peut arriver. Donc la magistrate qui a jugé dans l'affaire, elle n'a pas jugé selon la loi Sapin, puisque les faits reprochés à Marine Le Pen sont antérieurs. Et qu'il n'y a pas, on ne peut pas juger, les lois ne sont pas rétroactives, sauf les lois fiscales. Bon, mais sinon, les lois ne sont pas rétroactives en France. Quand il s'agit de chercher des sous, mais voilà, c'est ça. Donc, c'est pas constitutionnel. Bon, donc, elle a pris sur elle cette exécution provisoire, qui est peut-être une bêtise politique. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que son jugement soit politique, mais c'est une erreur politique, à mon sens. De séparer le fait que Marine Le Pen puisse faire appel, sauf de ça. Il y a 2 degrés de juridiction. Donc, il y a l'appel. Pourquoi l'appel n'est pas suspensif de cette inéligibilité ?
ça peut se discuter, effectivement. Alors après, Florian Philippot mélange beaucoup de choses, puisque en Roumanie, ce qui s'est passé, etc., n'a rien à voir avec ça. Le candidat a surgi d'un seul coup, payé par les Russes. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il fallait ou non invalider? Moi, je pense que ça se discute aussi. Hein. Peut-être que oui, il fallait peut-être invalider cette élection, puisqu'elle était... c'était de l'argent magique qui l'avait provoqué, cette élection en Suisse. Enfin, en Roumanie, pardon, excusez-moi. En Suisse, ça ne risque pas d'arriver, bien évidemment. Bien évidemment, j'ai lu, il n'y a pas de règle. Florian Philippot a dit quelque chose de très important, mine de rien, en passant. C'est qu'il n'a pas signé un papier. C'est ce qu'a dit de plus important M. Philippot à l'instant, c'est qu'il n'a pas signé un papier pour dire que le parti devait gérer les enveloppes des assistants parlementaires. Et c'est pour ça qu'il n'est pas mis en examen et qu'il n'est pas condamné. Donc il a fallu signer un papier pour faire quelque chose d'interdit. C'est ça que ça a dit. Finalement, on peut dire qu'il y a préméditation. Le Rassemblement national, en l'occurrence, a détourné 4 millions à peu près d'argent public, ce qui est toujours dramatique finalement, parce que l'argent public, c'est l'argent des impôts. On sait très bien qu'en Europe, on vit dans une région du monde où il y a des gros filets sociaux, où les gens payent énormément d'impôts et c'est difficile de consentir à l'impôt. Il faut consentir à l'impôt, mais c'est difficile, moyennant quoi l'argent public est sacré. L'argent public étant sacré, on n'a pas à détourner 4 millions pour payer des assistants, pour utiliser l'argent des assistants parlementaires à un autre but que celui fixé par la loi. Ça, c'est quand même une faute grave, il ne faut pas l'oublier. C'est important. Donc, c'est même capital. Surtout venant d'un parti qui a fait sa réputation sur tête haute, main propre. Les autres sont pourris, mais nous, non. Bah oui, bah voilà, bah non. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et je pense que s'il y avait une tolérance vis-à-vis de cette utilisation délictueuse de l'argent public, le consentement à l'impôt serait largement entamé chez les contribuables. 2, ça provoquait une crise de politique encore pire que celle que l'on connaît, qui est une crise de la méfiance vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des journalistes aussi d'ailleurs, vis-à-vis des politiques. Il y a une défiance, il y a un manque de confiance, et si on laissait passer cette utilisation de l'argent public délictueuse, ça serait encore pire. Il est normal, d'ailleurs on le voit dans les enquêtes d'opinion ce matin, les Français sont relativement favorables à ce jugement sévère. Ouais. Alors on va revoir comme séquence, effectivement, l'une des séquences où Marine Le Pen, il y a de nombreuses années, justement, disait qu'il fallait être intransigeant avec les politiques. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal? Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite, les Français en ont marre, mais les Français en ont pas marre d'entendre parler des affaires, ils en ont marre qu'il y ait des affaires, ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent, c'est scandaleux. Parce que je vais vous dire, avec tout cet argent, ce qu'on aurait fait, hein, en termes de Restos du Cœur, en termes d'opérations pièges jaunes. C'est combien d'opérations pièges jaunes? Tout l'argent qui a été détourné par les élus. Compris que quand c'était des décisions de justice qui vous concernaient, elles étaient forcément de nature... On ne pique pas dans la caisse, Monsieur Copé, on ne vole pas l'argent des Français. Pen, vous savez ce que ça veut dire? Reprenez pas ce ton-là, voler l'argent des Français. On est en démocratie. Voler l'argent des Français. Attendez, Madame Le Pen, ça, c'est respecter la démocratie, c'est de ne pas voler l'argent des Français. Voilà, vous voyez? Allez, ça y est, c'est bon. C'est la normalisation du Rassemblement national. Tristement, tristement, mais vous savez, tous les partis, partout, qui disent de faire la politique différemment, qui veulent réinventer la politique, qui disent que cette fois-ci ce sera mieux, qu'avec eux ce sera propre, ils finissent tous par tomber dans le piège. Parce que, d'abord, c'est trop tentant, parce que des fois les règles sont peu claires. Il faut rappeler sur ces histoires européennes du Parlement européen que d'autres partis aussi sont impliqués, que le parti de M. Bayrou a aussi eu, et il y a toujours en fait quelque chose en cours parce que... Mais ne le sont-ils pas tous aujourd'hui, Alexandre mal les règles là-dessus. Donc, mais ne le sont-ils pas tous aujourd'hui, Alexandre Chevalier? Parce que moi, j'ai entendu effectivement des politiques, même à gauche, dire que voilà, on était tous concernés, on avait tous fait la même chose, et qu'aujourd'hui, si on allait regarder dans nos comptes, dans notre etc., on trouverait à redire à tout le monde. Mais bien sûr, et c'est ça, et c'est bien ça le problème. Et le problème maintenant qui se pose, c'est la question de la légitimité, le statut de l'élu. C'est-à-dire que, effectivement,
la question, je pense que personne ou très peu de gens sont en train de dire non, mais finalement, le Rassemblement national ou le Front national de l'époque était plus blanc que blanc, et puis ils n'ont rien fait, ils ne méritaient pas d'être condamnés. Je crois que même au sein, évidemment, du RN et de la direction du RN, et Marine Le Pen elle-même savaient qu'ils allaient être condamnés pour ce qu'ils avaient fait, même s'ils se sont défendus en disant nous, on est une vierge colombe, ce qui n'était pas le cas. Maintenant, ce qui pose problème, c'est la question d'être éligible ou pas. Et c'est la question de cette exécution dite provisoire qui est immédiate en réalité. Et c'est aujourd'hui le problème, c'est qui doit juger. Est-ce que c'est le peuple qui doit juger ou est-ce que ce sont des juges qui doivent dire qui peut se présenter ou pas avec une condamnation pénale? Sachant que les juges sont quelque part élus par le peuple indirectement. Alors, il y a 30% aujourd'hui, Philippe a raison là-dessus, c'est les magistrats, entre guillemets, de gauche, ça représente plus ou moins un tiers des magistrats. Je ne sais pas, ça représente la société française, mais un tiers des magistrats. Mais la question qu'on doit se poser, et en Suisse, on l'a réglée finalement en 2007, c'est-à-dire qu'on a retiré des sanctions du code pénal. Exactement. L'inéligibilité a été retirée du code pénal pour les élus. Et donc, on le sait, on l'a vécu en plus à Genève avec une affaire qui a fait grand bruit. Une des seules. Ici, effectivement, ici à Genève. En Suisse, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi qui vous permet de ne pas vous présenter si vous avez un casier judiciaire. Et donc, si vous avez un casier judiciaire, ce sont les partis qui décident s'ils présentent quelqu'un ou pas. Mais finalement, c'est le peuple qui décide. Et ici, toute la question, elle est sur l'injustice qui est faite à quelqu'un qui effectivement est favorite d'une élection, qu'elle soit élue ou pas au second tour. Sentiment d'injustice, parce que non, c'est une injustice. Non, c'est pas un sentiment. Là, c'est une par rapport à la loi qu'on a en Suisse, à ce qu'on applique ici, il y a une injustice de quelqu'un qui ne puisse pas se présenter devant le peuple et que le peuple soit le garant et le juge final de savoir si, avec une condamnation pénale comme elle l'a et qu'elle aura peut-être ou pas en appel, elle est apte aux plus hautes fonctions. Oui, mais Peter Rottenbiller, justement, on va faire un tout petit tour par la Suisse, Monsieur Philippot, mais en Suisse, on a in fine le droit, mais encore une fois, comme de toute façon, on ne va jamais regarder sous le tapis, on ne peut pas savoir s'il trouve beaucoup, un peu, ou pas du tout, de la poussière. Demandez à Pierre Maudet quand même. Hein. Mais pas seulement en Suisse. En Europe, il y a des régimes très différents. La Finlande et la Suède ne connaissent pas l'inéligibilité prononcée par un tribunal. Moi, je trouve qu'il y a une dérive très dangereuse dans le débat en France, c'est qu'on joue les pouvoirs les uns contre les autres. On a créé ces trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, justement pour que les uns contrôlent les autres. Et maintenant, quand ça ne nous plaît pas, on dit c'est pas le judiciaire qui doit trancher cette question, c'est le peuple. Moi, j'ai horreur des tribunaux du peuple. Dans ce genre de questions. C'est un Suisse qui le dit. Alors, oui, parce que le peuple, il peut voter. Et puis il peut élire, mais il ne peut pas trancher ce genre de questions. C'est trop dangereux. Et là, ça dérive très fortement en France. On dénigre la justice, et là je suis d'accord avec Philippe Val. Cette juge, elle n'était pas seule non plus. C'est tout un tribunal qui a délibéré avec elle pendant des semaines et des mois. Et puis si tous les juges étaient simplement de gauche, on le saurait. Ce n'est pas le cas. C'est souvent des bourgeois bien assis dans leur on peut être bourgeois de gauche. Paris. Oui, on peut aussi être de gauche, mais on peut aussi être de gauche et puis être un bon juriste, un bon juge. Non, cette dérive de dire, c'est aussi ce que dit Mélenchon, c'est au peuple de décider ce genre de questions, c'est très très grave. Non, le peuple, il peut élire le président, ok, il peut élire le président, mais il ne peut pas décider de ce qu'il faut faire après ce délit. Et là, je suis heureux que Philippe ait mentionné le délit, enfin. On parle pratiquement plus du délit qui a été commis par Madame Le Pen et son parti. C'est un délit très, très grave. Oui. 4 millions soutirés à l'Europe qu'on combat depuis le début. On combat et puis on dit que le règlement n'est pas correct. Le règlement, pour nous, il ne vaut rien. Mais c'est pour ça que le tribunal a été très sévère, parce qu'il s'est rendu compte qu'ils ne voient même pas ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas d'accord de voir ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est la défense de Mme Le Pen qui était extrêmement faible. Il aurait dû reconnaître les faits. Il aurait dû dire oui, c'est vrai. Mais ils ont nié les faits. Ils ont dit le règlement est faux en Europe. Mais dites ça à Bruxelles, que votre règlement est faux, qui a été avalisé par 28 États. Donc, elle a été très très mal défendue et c'est pour ça que le tribunal a été plutôt sévère. Il aurait aussi pu décider 10 ans d'inéligibilité et il a fait seulement 5 ans. Mais cette dérive,
de jouer les pouvoirs les uns contre les autres et vouloir les substituer, ça, c'est très dangereux. Ça, c'est illibéral. Je suis d'accord. Mais Florian Philippot, est-ce que c'est malgré tout un très bon booster électoral, qu'on le regrette ou qu'on ne le regrette pas d'ailleurs, un booster électoral aujourd'hui d'être condamné par les juges? On le voit pour la petite histoire. Alors bon, des Donald Trump, on voit, a été le parfait exemple de la personne que les juges ont poursuivi et sans effet, au contraire, ça a dopé sa candidature. On voit même des soutiens en Suisse à Marine Le Pen, des sénateurs par exemple, comme Mauro Poggia, qui dit « je suis Marine » parce qu'on a l'impression qu'il y a un côté anti-système qui porte électoralement. Et donc, est-ce que c'est finalement cette décision qui peut-être ruine la carrière, en fait, l'accès à la présidence de Marine Le Pen ne serait pas par ailleurs un booster pour le Rassemblement national ? Bon, avant de vous répondre, juste sur l'argent public, moi je suis favorable à ce qu'on a, attention, ce qui est un principe de responsabilité. Mais ce qui agace les gens, c'est que vous voyez, on parle de Marine Le Pen, du RN, à juste titre, il n'y a pas de problème, je l'ai dit dès le départ. Mais moi, le problème que j'ai là-dessus, c'est l'exécution provisoire, l'inéligibilité. Je pense que c'est un sujet démocratique. Mais pour le reste, pourquoi jamais d'enquête sur le patrimoine de Macron? Il y a eu des vrais soucis là-dessus, qui s'est volatilisé sur le Pfizer Gate pour Ursula von der Leyen, qui négocie, elle, 35 milliards d'euros de contrats par texto. Il y a la médiatrice de l'Union européenne qui hurle en disant c'est pas possible, et le Parquet européen ne bouge pas. Vous voyez, et les gens se disent il y a un deux poids deux mesures. Pourquoi il y a un deux poids deux mesures? Bon, donc ça, il faut l'entendre, ça, il faut vraiment le comprendre, tout ça. Sur le reste, est-ce que c'est un booster? Pas pour Marine Le Pen. Pour Jean-Luc Mélenchon, enfin toutes sortes d'autres politiques. Pardon. Oui, mais ce sont généralement des opposants. et c'est, vous voyez, Trump, vous en parlez. Trump s'est époumoné pendant toute la campagne en disant pourquoi on nous dit que l'affaire Hunter Biden n'existe pas. C'était soi-disant une fake news russe, comme d'habitude. Puis finalement, ils ont tous reconnu que même le FBI, puis ensuite Facebook, puis ils ont tous dit non, on n'aurait pas dû censurer, c'était pas une fake news russe, ça n'avait rien de russe, c'était vrai, etc. Et donc Biden n'avait pas été embêté sur cette affaire judiciairement alors qu'on cherchait des poux à Trump. Il y a toujours cette histoire de deux poids deux mesures qui est insupportable. Donc sur le RN, Marine Le Pen ne va pas être boostée par cela parce que a priori, elle ne pourra pas se présenter. Donc pour elle, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Pour son parti, je crois que ça va créer des tensions internes. Il ne faut pas les négliger. Donc c'est pas forcément. Il peut y avoir un effet victimisation qui soit un peu porteur au départ, mais plus fondamentalement, et ça va vite venir, ça va créer des remous en interne parce qu'il y a des clans qui vont commencer à s'affronter. Certains diront non, on va continuer à rester fidèle à Marine Le Pen. D'autres vont dire soyez réalistes, commencez à préparer la candidature Bardella. Ces gens-là vont se mettre à se détester si ce n'est pas déjà le cas. Enfin, il faut penser à cela. Restons un petit peu sur cette séquence, justement. Florian Philippot, restons sur cette séquence. Parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui l'attelage Marine Le Pen, Jordan Bardella. Bon, Marine Le Pen a rappelé aussi lundi soir face à Gilles Boulot que ce n'était pas encore l'heure de Jordan Bardella. Elle l'a rappelé de façon assez sèche. Je ne sais pas ce qu'on doit y voir. Mais effectivement, il y a ce duo-là. En marge, il y a la nièce, Marion Maréchal, qui est un peu satellisée, mais enfin qui est toujours quand même dans la course. Et puis, à l'interne, alors voilà, y en a-t-il d'autres, des candidats que va-t-il se passer très concrètement maintenant ? Moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais la logique, moi, ce que j'en sais, c'est que ce n'est pas du tout le grand amour en réalité entre le clan Marine Le Pen et Bardella, et ça l'a été au début, et ça ne l'est plus depuis maintenant près d'1 an. Donc, en réalité, on est en train de découvrir des choses qui sont... C'est pour ça que Marine Le Pen, quand on lui parle de Bardella, elle est souvent assez sèche. Parce que ces derniers temps, parce qu'en réalité, il y a un sujet qui est classique. Un parti politique dirigé par 2 personnes, ça n'existe pas. À terme, ça n'existe pas. Il faut, surtout pas dans le système présidentiel français qui vous oblige à trouver un chef. Donc forcément, ça posait un problème. Bon, là, le problème est aggravé. Mais quel est le problème, Quel est le problème qui, depuis 1 an, crispe Marine Le Pen à propos de Jordan Bardella? Sa popularité? Que Bardella a pris une ampleur démesurée à tel point que Marine Le Pen n'est plus considérée, depuis bien avant même cette affaire, n'est plus forcément considérée comme la vraie numéro 1. Et non plus en réalité comme la candidate naturelle. Les sondages montraient en interne que déjà Bardella était préféré comme candidat par les sympathisants RN à Marine Le Pen, avant même cette décision de justice. Et ça, c'est difficile de l'entendre pour un parti qui a été créé par une famille. Et n'oubliez jamais cet élément-là. C'est pour ça que Marion Maréchal, à mon avis, va se positionner
en utilisant beaucoup cet argument-là, en disant si on veut que ça reste dans un univers Le Pen, je serai la candidate, l'héritière naturelle, même si elle n'est plus au RN aujourd'hui. Bardella, lui, va se positionner, de toute façon, il le fait depuis bien longtemps, en réalité en douce. Je pense qu'il avait déjà l'idée d'être candidat en 2027, et non pas attendre 2022. Donc il aurait tué la mère, il aurait commis le parricide, le matricide plutôt. Le matricide. Je pense qu'il allait le faire. Si les juges n'avaient pas agi. Je pense qu'il aurait été obligé de le faire, ce qui était gênant pour lui, mais que là, la justice lui a donné un cadeau formidable et qu'il peut même faire semblant d'être triste. Donc c'est formidable. Il peut même faire semblant de taper sur la justice. C'est magnifique. Donc il est vraiment là. Et lui, c'est vraiment formidable ce qui lui arrive. Il n'a pas besoin de se salir les mains. La justice le fait à sa place. Et Bardella, il va, et ça recouvre un débat de ligne à l'intérieur du front. Marine Le Pen a quand même dit pendant des années que le problème, c'était l'euro, l'Union européenne, l'OTAN, etc. Aujourd'hui, elle ne le dit plus. Mais ça a laissé des traces. Bardella, lui, est beaucoup plus macronisé, beaucoup plus déjà. On l'a vu, cette photo où il serre la main de Zelensky tout sourire, il l'a mise en ligne fin 2024. Il a poussé en interne vers une soumission plus grande à l'Union européenne. Sous l'impulsion de Bardella, le parti ne veut plus sortir de Schengen, ne veut plus sortir du marché européen de l'électricité. Je ne parle même pas de l'OTAN et tout ça, où c'est abandonné depuis longtemps, la CEDH y compris. Donc, on va assister avec Bardella, ce n'est pas l'instant maintenant, on est sur un autre sujet, mais dans les semaines et les mois qui viennent, à une normalisation idéologique, une macronisation encore plus forte du mouvement pour aller vers une candidature Bardella, à mon avis, de manière à peu près sûre. Alors, on va poursuivre la séquence. Alexandre Chevalier, vous vouliez ajouter quelque chose? Bien sûr, parce qu'il y a des petites choses en fait qui ont été dites, mais à mon avis qui ne sont pas exactement dans l'angle, dans le sens que oui, il y a 60%, un sondage qui est sorti avant la condamnation qui disait que 60% des sympathisants préféraient Jordan Bardella à Marine Le Pen, et aujourd'hui il y a un sondage Harris Interactive qui a été fait après la condamnation et qui démontre qu'il y a des vases communicants totaux qui font que l'électeur qui allait voter pour Marine Le Pen dans sa totalité, donc 35%, votera pour Jordan Bardella. Donc finalement, plus important que Marine Le Pen aujourd'hui comme personne, c'est la représentation, ce sont les idées, ce sont les valeurs, c'est ce que représente aujourd'hui le RN qui est plébiscité par ce grand tiers d'électorat. Mais sur la ligne, c'est aussi important parce que Marine Le Pen s'est toujours dite d'une certaine manière une espèce de patriote de gauche avec un programme économique souvent à gauche, souvent très social. Jordan Bardella, lui, est plutôt thatchérien, plutôt réganien. On retrouve une vision libérale conservatrice qui se marie beaucoup mieux d'ailleurs avec leur nouvel allié de l'UDR, d'Éric Ciotti, pour aller... Giorgia Meloni, comme ça. Oui, exactement. En fait, vous avez une grande différence. C'est un très bon exemple l'Italie parce que le grand allié de Marine Le Pen, c'est Salvini et la Lega, qui était le grand parti qui n'est plus du tout d'ailleurs aujourd'hui. Exactement, mais qui était un grand parti qui n'est plus du tout aujourd'hui en Italie parce que c'est Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Et on est effectivement aujourd'hui vers un Bardella qui va transformer le RN. D'abord, c'est le parti sans famille Le Pen. Et ça, c'est clairement la nouveauté. Deuxième chose, c'est aussi le parti qui va vers un libéral-conservatisme plus classique, plus bon ton et qui attrapera effectivement l'union des droites si elle veut être faite. Elle ne peut être faite que par Jordan Bardella parce qu'il a une capacité, même si apparemment ils ne sont pas spécialement amis, à regrouper aussi une partie des gens qui sont ailleurs, en particulier chez la nièce, chez Marion Maréchal. Et d'ailleurs, le voyage qui a été fait il y a quelques jours en Israël, vous avez vu ce duo magnifique de beaux gosses, elle est belle, il est beau, ils sont jeunes tous les deux. Mais ils se détestent. Mais peu importe en politique de se détester. Vous avez le droit de vous détester, de faire la politique. C'est même la règle, souvent. Souvent, vous n'avez pas l'obligation en tout cas de vous aimer. Et c'est fabuleux parce qu'ils étaient là, ils étaient beaux, ils étaient frais, ils sont allés donner une image totalement nouvelle, renouvelée de leur parti, de ces droites-là en France. Ils ont clos totalement, dans leur esprit en tout cas, la porte de ce qu'était l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen auprès des autorités israéliennes. Et donc, déjà avant qu'elle soit condamnée, d'une certaine manière, ce remplacement, il était là dans l'image, il était là, ouais, on peut le dire comme ça, Philippe, il était là déjà dans les médias et en termes d'image. Donc aujourd'hui, ça a été dit par Florent Philippot avec beaucoup de justesse, le tribunal a fait un énorme cadeau, puisque c'était dans le pipeline. Et là, maintenant, toute la nouvelle génération qui est Bardella fan, elle peut commencer à dire « merci maman », en remerciant Marine Le Pen, mais maintenant, on est avec Jordan. Voilà, mais les Bardella fans, Florian Philippot, est-ce que Jordan Bardella, avec tous ses grands projets, est-il capable de survivre justement sans Marine Le Pen? Et elle, va-t-elle le laisser survivre dans cette configuration-là, avec ses ambitions-là?
Oui, alors j'ajouterais à l'analyse juste qui vient d'être faite que Bardella est beaucoup plus européiste. Et vous êtes en Suisse, vous êtes moins concerné par tout ça, mais enfin, pour nous, c'est un sujet, cette Union européenne là, qui nous impose tout, et bon conseil aux Suisses n'y rentrez jamais, eh bien, Bardella est beaucoup plus Ils sont européiste. totalement d'accord avec vous, majoritairement les Suisses. Et ils ont Ben, tort. j'ai vu ça, ils ont bien raison. Et Bardella est beaucoup plus européiste que Marine Le Pen, qui avait déjà fait des avancées, entre guillemets, dans le sens de l'européisme ces dernières années. Mais Bardella, c'est vraiment encore plus, et beaucoup plus otanien, beaucoup plus, on l'a vu sur la Russie, sur l'Ukraine, il est beaucoup plus dans le système. Donc, alors, est-ce qu'elle le laissera faire? Est-ce qu'elle le Je ne sais laissera pas, c'est une vivre? vraie question. Est-ce qu'elle Mais aura la alors, tentation est-ce qu'elle en aura les de moyens? l'assassiner? Est-ce que même si elle avait la volonté de se dire, mais quand même, c'est un parti qui a été créé par nous, par les Le Pen, c'est moi qui l'ai quand même, c'est son travail à elle qui pendant des années l'a porté si haut, et je me le ferai piquer par quelqu'un que je n'ai pas vu venir. Donc il peut y avoir une réaction comme ça, des gens autour d'elle qui vont la pousser à ça. Ça, les entourages, c'est très important en politique. Ça va souvent plus loin encore que ce que vous avez vous-même dans la tête. Mais est-ce qu'on en aura les C'est-à-dire moyens? J'en sais rien. Parce qu'on pense effectivement, il y a eu déjà il y a eu déjà de ces lieutenants, hein, les Chenu, Tanguy, etc., qui ont été un petit peu recadrés parce qu'on sait qu'ils n'aiment pas énormément, en tout cas, qu'ils n'ont pas toujours été très solidaires de Jordan Bardella. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient justement faire un putsch au sein de ce parti? Je ne sais pas s'il y aura un putsch, mais ces gens-là que vous venez de citer et d'autres, ils ne sont clairement pas dans les petits papiers de Bardella. Eux, c'est une catastrophe qui leur arrive parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont démonétisés. Et donc, alors certains d'entre eux qui sont très opportunistes, je ne donnerai pas de nom, je vais être charitable, mais vous en avez cité un notamment, va devenir du jour au lendemain le plus grand bardelliste de France, ça vous inquiétez pas. D'autres, ça va être plus compliqué. Est-ce que Bardella va les accepter? Ce sont des vrais sujets. Je vous dis qu'il va y avoir des troubles en interne. Est-ce qu'il va les liquider? Est-ce qu'il y aura maintenant. des purges à l'interne justement du parti dans ces prochaines semaines? Ça ne sera pas maintenant. Maintenant, c'est Grand rassemblement. Marina Dolorosa. C'est vraiment la Sainte Marine. C'est très compliqué. Alors, pour l'instant, ça va être tout le monde va être uni sur la solidarité qu'on doit à Marine Le Pen, etc. Mais ça se réveillera dans les semaines et les mois qui viennent. C'est évident. En fait, c'était déjà latent. Et ça va accélérer les choses. Donc, vous aurez ce problème-là. Après, Marion Maréchal, Bardella a le... Allez-y, pardon, je Marion, vous laisse c'est encore poursuivre. autre chose Marion, c'est encore autre chose qu'elle elle est en dehors. Donc, je ne pense pas qu'elle ait l'ambition de revenir dans le parti. Mais après, est-ce que Bardella a la solidité pour être candidat? Ça, franchement, c'est un vrai sujet. Parce que moi, j'avais été surpris pendant la dissolution législative 2024. Au second tour, il a été faible. Il s'était fait dans un débat face à Attal. Il avait perdu, clairement. On a vu ses limites. C'est quelqu'un qui, en dehors de vivre dans un parti politique depuis qu'il est très, 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 très jeune, n'a pas d'autre expérience. Il apprend aussi. Marine Le Pen, avait été aussi extrêmement faible lors d'un fameux débat, son premier débat contre Emmanuel Macron. Elle a appris. On apprend aussi en politique. Est-ce que Jordan Bardella, en gros, quand même, est-ce que Jordan Bardella a des chances, comme aujourd'hui, d'être président en 2020? Le problème de Jordan Bardella, c'est est-ce que c'est autre chose qu'une machine à punchline et à apprendre du média training? Il a fait énormément de média training. À dire bonjour. Est-ce qu'il a une doctrine? Est-ce qu'il a des idées propres? Est-ce qu'il travaille suffisamment? Est-ce qu'il connaît suffisamment le peuple français, les gens, la vie? Je veux dire des choses de base, mais qui sont. Et à un moment, quand vous prenez de l'épaisseur au point d'être en première ligne, de devoir être candidat présidentiable à l'élection présidentielle, ce sont des qualités qui deviennent d'un coup extrêmement importantes. Donc ne négligez pas ça. Il est par ailleurs très jeune. Est-ce que les Français auront envie, après l'expérience Macron, qui était déjà jeune, moins jeune, mais quand même déjà jeune, qui finit quand même assez mal, est-ce que les gens auront de nouveau envie d'aller vers le système jeune, etc. Pas sûr. Donc il va avoir des points de vulnérabilité assez forts aussi, Bardella. Pourtant, il faut voir les autres. Il faut voir la réaction des autres. Si on part, on se rassure. Papables qui voudraient être président. Ils sont tous un peu malheureux qu'il n'y aura probablement pas Marine Le Pen. Donc Mélenchon contre Le Pen, il pense avoir des chances. Édouard Philippe contre Le Pen, il écrase Le Pen. Attal contre Le Pen, il écrase Le Pen. Mais avec Bardella, c'est autre chose. Il est quand même plus fort à la télévision et puis dans les arguments. Il ne s'appelle pas Le Pen. Et il ne s'appelle pas Le Pen. C'est la fin de la famille Le Pen dans les élections présidentielles. Ça a duré 40 ans quand même.
Donc, Mais on est-ce qu'on voit peut comme il imaginer un tremble. Rassemblement national sans famille Le Pen. Et bien sûr, Bien sûr, parce en train que d'arriver là. bien sûr. il vit des électeurs. Bien sûr. Et c'est tous ces électeurs frustrés qui Mais veulent c'est partir. très ténu, hein, c'est comme un UDC sans la famille Blocher, c'est compliqué. Si je fais la voudrais comparaison souligner- parce qu'on a aussi une dynastie en Suisse. L'UDC, le premier parti du pays, est tenu encore un petit peu... en tout cas, ils n'ont pas disparu du panorama UDC, Peter Rottenbuehler. Et donc, ça fait partie quand même de l'ADN de l'UDC d'être blochérien Oui. et du Rassemblement national d'être mais lepéniste. la famille Blocher n'a pas de casserole. La famille Blocher... On ne les cherche pas, alors on ne sait pas. Mais non, ils n'ont pas de casserole. On les a cherchés. Alors, on les a cherchés longtemps. Monsieur Blocher est un grand entrepreneur, sa fille aussi. Et tous les syndicats de Suisse ont cherché quelque chose dans ces entreprises qu'ils ne payent pas assez ou qu'ils ne payent pas les heures supplémentaires. Ils n'ont rien trouvé, rien. Depuis 40 ans que je suis ça. Donc, eux, c'est autre chose. Eux, c'est une politique très, très claire, une vision très claire. Mais ils ont beaucoup de lieutenants. Ils ont des lieutenants très forts dans tous les cantons, même à Genève, alors qu'on disait que l'UDC ne viendra jamais en Suisse romande. Je me rappelle le débat sur l'Europe. On a toujours dit la Suisse allemande, c'est le Blocherland. Et puis, ils ne viendront jamais en Suisse romande. Aujourd'hui, l'UDC est le parti le plus fort dans beaucoup de cantons, où avant, il y avait les catholiques. Et maintenant, c'est l'UDC. Et l'UDC est plutôt protestante zurichoise. Non. Moi, je pense que c'est la fin de la famille Le Pen en politique, mais pas la fin du Rassemblement national. Mais il faut juste voir maintenant quels sont les rapprochements entre LR et le Rassemblement national. Que va faire M. Wauquiez et que va faire M. Retailleau par rapport à Bardella, parce que ça complique leur rôle aussi. Avec Marine Le Pen, c'était beaucoup plus facile. Ils avaient tous un jeu beaucoup plus facile avec Marine Le Pen. C'est pour ça qu'ils sont tous tellement tristes maintenant. Il y a justement, effectivement, la droite. Est-ce que c'est une opportunité pour Bruno Retailleau, dont on dit beaucoup aujourd'hui qu'il est incapable aussi très très sérieux pour les prochaines présidentielles, pour le parti Les Républicains qui s'était effondré, qui remonte un petit peu. Est-ce que c'est une opportunité plutôt pour elle aujourd'hui, ce qui arrive au Rassemblement national? Vous savez, il y a quelque chose de très étrange dans la vie politique française aujourd'hui, c'est qu'il ne peut pas y avoir une interview au long cours d'une femme ou d'un homme politique sans que le général de Gaulle ne soit cité au moins 3 ou 4 fois. C'est vrai. Et j'ai lu, il y a quelque temps, dans des verbatims du général de Gaulle, quand il quitte le pouvoir, il dit, voilà, ça, faudra faire attention, ça, je ne veux pas qu'on en parle, ça, ceci, cela, parce qu'il est très soucieux du personnage du général de Gaulle. Hein, il est très soucieux de ça. Et il dit, d'ici une 50aine d'années, les Français risquent d'avoir besoin du général de Gaulle comme d'une référence. On y est. Et on a besoin du général de Gaulle. Et Retailleau est un pur produit du gaullisme. Et il y a un gaullisme qui dort en France, mais qui se réveille, qui est en train de se réveiller. Il y a d'ailleurs des intellectuels plutôt de droite, ce qui n'existait pas en France jusqu'à maintenant, parce que les intellectuels étaient tous de gauche. Maintenant, ils sont plutôt marginalisés. Il y a quelque chose de gaulliste qui est en train de venir en France, qui est... Et c'est peut-être que Retailleau est l'héritier de ça. Et l'héritier, et c'est le seul héritier en vue en tout le cas. Et ça, c'est très important et c'est très intéressant à observer, même si, paraît-il, il lui manque quelques kilos. On dit qu'il est un peu maigre. Il manque peut-être des kilos au parti notable, bon. Mais C'est pas Gérard Larcher. Juste un dernier mot, quand même, une dernière remarque en détail, c'est que je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Peter sur le parti victimaire. Tous les partis victimaires ont comme corollaire de vouloir la pureté. Je suis victime et j'attends la pureté. La pureté est impossible. Ce procès et cette histoire doivent nous rappeler que, quelle que soit la justice, quelle soit, de quelque façon qu'elle soit rendue, n'oublions pas que les femmes et les hommes politiques doivent être aussi des gens comme nous, qui ont des défauts, qui ont des failles, qui ne sont pas toujours très purs, qui ont des fois des imperfections. C'est nécessaire. Il ne faut pas, surtout, ne jamais attendre nos personnalités politiques, que ce soit Saint-Vincent de Paul ou Mère Teresa. Ça n'est pas possible, ça n'est pas souhaitable. Voilà.
La pureté n'est pas souhaitable en politique. Je ne veux pas dire, je ne vais pas faire l'éloge du délit ou l'éloge du Piqué crime. dans la caisse, ouais, Mais la pureté n'est pas un programme dans une Je démocratie. suis d'accord avec Philippe, faire attention à la fameuse moraline. C'est-à-dire, il y a la morale, c'est une chose, et puis après, il y a la politique, puis il y a la moraline. Et les politiques se sont engouffrés, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la moraline, après l'affaire Cahuzac en France, mais aussi ici, quand on a eu un scandale local qu'on a eu, on est reparti aussi dans cette moraline, et finalement, c'est le peuple qui a donné raison à la personne qui l'a élu. Florian Philippot, pour clore ce débat, justement, provisoire, hein, parce qu'évidemment, on y reviendra. Pour clore ce débat, cette affaire, à votre avis, telle que vous la voyez maintenant, à qui va-t-elle profiter à l'aune 2027 ? Oui, alors je réagis sur Bertrand comment il s'appelle, Retailleau, j'ai oublié son prénom. Bruno. Gaulliste. Bruno. Non, moi je crois que le gaullisme, c'est la grandeur de la France, l'indépendance nationale avant tout. Et je ne vois pas en quoi, dans sa carrière et dans ses actes, M. Retailleau incarne un quelconque combat pour l'indépendance nationale. Il est tout aussi soumis que les autres. Mais sur le reste, à qui ça va profiter ? On l'a dit politiquement, électoralement, en tout cas en termes de capacité à être candidat à Jordan Bardella et à ses équipes. Et je vous trouve très allant et très optimiste sur ses capacités. Moi, je n'ai pas du tout été impressionné par sa campagne des législatives en 2024. Et le fait qu'il aille très loin dans la normalisation idéologique du parti l'a déjà amené en 2024 au second tour à perdre des classes populaires qui se sont abstenues. Et ça, ne négligez pas cela. À force d'aller contre l'antisystème pour draguer LR et toute cette bourgeoisie, vous allez perdre une partie de votre base d'origine, pour qui le nom, d'ailleurs, Le Pen parlait beaucoup. Et ça, je pense que dans l'équation, il faut le mettre plus en avant. Ça a joué pendant la campagne, justement, des législatives. Parce que tout d'un coup, il s'est rapproché d'un discours libéral qui a perdu une partie, effectivement, des classes populaires, probablement. Le second tour des législatives 2024, ils peuvent mettre en accusation les accords de front républicain, entre guillemets, d'apparentement au second tour, oui, mais ça, c'était prévu. Et il se trouve que leur propre base s'est moins bien mobilisée que prévu et ils ont fait beaucoup moins de députés qu'il n'était prévu. Et ça a beaucoup à voir avec les flottements idéologiques, les flottements programmatiques, plus évidemment les problèmes de casting à l'époque. Bon. Donc il y a cela. Et après, sur le fond, je crois que cette affaire, elle va contribuer à ce que les Français se disent. Il y a de plus en plus de problèmes avec notre souveraineté populaire. Les temps de parole ne sont plus respectés à la télévision, on ferme des chaînes de télé. Il y a le problème du bouclage en France par les parrainages à l'élection présidentielle qui fait que, on l'a vu en 2022, à la fin, c'était François Bayrou qui avait distribué des signatures à Éric Zemmour, à Marine Le Pen déjà et Jean-Luc Mélenchon pour qu'ils les aient. Donc il y a un bouclage qui restreint de plus en plus une sorte de casting présélectionné où on a de moins en moins le sentiment que c'est le peuple qui décide qui peut être candidat et qui peut être élu. Et la justice qui maintenant met son grain de sel de plus en plus fréquemment avec ses exécutions provisoires d'inéligibilité. Ça va renforcer ce sentiment-là et donc possiblement une abstention. Donc c'est pas si simple à analyser cette affaire. Il faut aussi qu'on remette de l'huile dans les rouages en France par des référendums, en vous copiant sur les votations. Moi, je suis très favorable au référendum d'initiative citoyenne en France et en redonnant la souveraineté au peuple français qui est aujourd'hui largement capté par le système européen. C'est ça aussi les questions de fond que pose cette affaire. Et cet enjeu, effectivement, de comment arriver à restaurer cette confiance. On vous remercie beaucoup, Florian Philippot. Donc, on rappelle, vous êtes président du parti Les Patriotes et on espère vous retrouver bientôt. On vous remercie beaucoup, Alexandre Chevalier, élu en ville de Genève, vice-président de l'UDC Genève, Peter Rottenbuehler, éditorialiste, journaliste fameux, et Philippe Ball, notre éditorialiste. Merci à toutes et tous. Nous nous retrouvons mercredi prochain. Et en attendant, on vous souhaite une excellente soirée et une très, très belle semaine.